If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. Nelson Mandela. Été, jusqu'alors, courir dans les rues avec les gamins du bourg. Une coxalgie, dont j'ai souffert jusque vers cette année 189, m'avait rendu craintif et malheureux. Je me vois encore poursuivant les écoliers alertes dans les ruelles qui entouraient la maison, en sautillant misérablement sur une jambe. Aussi ne me laissait-on guère sortir. Et je me rappelle que Milly, qui était très fière de moi, me ramena plus d'une fois à la maison, avec force taloche, pour m'avoir ainsi rencontré, sautant à cloche-pied, avec les garnements du village. L'arrivée d'Augustin Maulne, qui coïncida avec ma guérison, fut le commencement d'une vie nouvelle. Avant sa venue, lorsque le cours était fini, à 4 heures, une longue soirée de solitude commençait pour moi. Mon père transportait le feu du poêle de la classe dans la cheminée de notre salle à manger. Et peu à peu les derniers gamins attardés abandonnaient l'école refroidie où roulaient. Des tourbillons de fumée. Il y avait encore quelques jeux, des galopades dans la cour. Puis la nuit venait. Les 2 élèves qui avaient balayé la classe cherchaient sous le hangar leurs capuchons et leurs pèlerines, et ils partaient bien vite, leur panier au bras, en laissant le grand portail ouvert. Alors, tant qu'il y avait une lueur de jour, je restais au fond de la mairie, enfermé dans le cabinet des archives plein de mouches mortes, d'affiches battant au vent, et je lisais assis sur une vieille bascule, auprès d'une fenêtre qui donnait sur le jardin. Lorsqu'il faisait noir, que les chiens de la ferme voisine commençaient à hurler et que le carreau de notre petite cuisine s'illuminait, je rentrais enfin. Ma mère avait commencé de préparer le repas. Je montais 3 marches de l'escalier du grenier. Je m'asseyais sans rien dire et, la tête appuyée au barreau froid de la rampe, je la regardais allumer son feu dans l'étroite cuisine où vacillait la flamme d'une bougie. Mais quelqu'un est venu qui m'a enlevé à tous ces plaisirs d'enfant paisible. Quelqu'un a soufflé la bougie qui éclairait pour moi le doux visage maternel penché sur le repas du soir. Quelqu'un a éteint la lampe autour de laquelle nous étions une famille heureuse, à la nuit, lorsque mon père avait accroché les volets de bois aux portes vitrées. Et celui-là, ce fut Augustin Maulne, que les autres élèves appelèrent bientôt le grand Maulne. Dès qu'il fut pensionnaire chez nous, c'est-à-dire dès les premiers jours de décembre, l'école cessa d'être désertée le soir, après 4 heures. Malgré le froid de la porte battante, les cris des balayeurs et leurs seaux d'eau, il y avait toujours, après le cours, dans la classe, une vingtaine de grands élèves, tant de la campagne que du bourg, serrés autour de Maulne. Et c'étaient de longues discussions, des disputes interminables, au milieu desquelles je me glissais avec inquiétude et plaisir. Maulne ne disait rien. Mais c'était pour lui qu'à chaque instant l'un des plus bavards s'avançait au milieu du groupe, et, prenant à témoin tour à tour chacun de ses compagnons, qui l'approuvaient bruyamment, racontait quelque longue histoire de maraude, que tous les autres suivaient, le bec ouvert, en riant silencieusement. Assis sur un pupitre, en balançant les jambes, Maulne réfléchissait. Au bon moment, il riait aussi, mais doucement, comme s'il eût réservé ses éclats de rire pour quelque meilleure histoire, connue de lui seul. Puis, à la nuit tombante, lorsque la lueur des carreaux de la classe n'éclairait plus le groupe confus des jeunes gens, Maulne se levait soudain et, traversant le cercle pressé, « Allons, en route !» criait-il. Alors tous le suivaient et l'on entendait leurs cris jusqu'à la nuit noire, dans le haut du bourg. Il m'arrivait maintenant de les accompagner. Avec Maulne, j'allais à la porte des écuries des faubourgs, à l'heure où l'entraient les vaches. Nous entrions dans les boutiques, et, du fond de l'obscurité, entre 2 claquements de son métier, le tisserand disait, « Voilà les étudiants ». Généralement, à l'heure du dîner, nous nous trouvions tout près du cours, chez Desnoux, le charron, qui était aussi maréchal. Sa boutique était une ancienne auberge, avec de grandes portes à 2 battants qu'on laissait ouvertes. De la rue on entendait grincer le soufflet de la forge et l'on apercevait à la lueur du brasier, dans ce lieu obscur et tintant, parfois des gens de campagne qui avaient arrêté leur voiture pour causer un instant, parfois un écolier comme nous, adossé à une porte, qui regardait sans rien dire. Et c'est là que tout commença, environ 8 jours avant Noël. La pluie était tombée tout le jour, pour ne cesser qu'au soir. La journée avait été mortellement ennuyeuse. Aux récréations, personne ne sortait. Et l'on entendait mon père, Monsieur Sorel, crier à chaque minute, dans la classe, « Ne sabotez donc pas comme ça, les gamins.
après la dernière récréation de la journée, ou, comme nous disions, après le dernier quart d'heure, Monsieur Sorel, qui depuis un instant marchait de long en large pensivement, s'arrêta, frappa un grand coup de règle sur la table, pour faire cesser le bourdonnement confus des fins de classe où l'on s'ennuie, et, dans le silence attentif, demanda, qui est-ce qui ira demain en voiture à la gare avec François, pour chercher M. et M. Charpentier? C'étaient mes grands-parents, grand-père Charpentier, l'homme au grand burnous de laine grise, le vieux garde forestier en retraite, avec son bonnet de poil de lapin qu'il appelait son képi. Les petits gamins le connaissaient bien. Les matins, pour se débarbouiller, il tirait un seau d'eau, dans lequel il barbotait, à la façon des vieux soldats, en se frottant vaguement la barbiche. Un cercle d'enfants, les mains derrière le dos, l'observait avec une curiosité respectueuse. Et il connaissait aussi grand-mère Charpentier, la petite paysanne, avec sa capote tricotée, parce que Milly l'amenait, au moins une fois, dans la classe des plus petits. Tous les ans, nous allions les chercher, quelques jours avant Noël, à la gare, au train de 4 heures. 2. Ils avaient pour nous voir, traversé tout le département, chargés de ballots de châtaignes et victuailles pour Noël enveloppés dans des serviettes. Dès qu'ils avaient passé, tous les deux, emmitouflés, souriants et un peu interdits, le seuil de la maison, nous fermions sur eux toutes les portes, et c'était une grande semaine de plaisir qui commençait. Il fallait, pour conduire avec moi la voiture qui devait les ramener, il fallait quelqu'un de sérieux qui ne nous versât pas dans un fossé, et d'assez débonnaire aussi, car le grand-père Charpentier jurait facilement et la grand-mère était un peu bavarde. À la question de Monsieur Sorel, une dizaine de voix répondirent, criant ensemble, « Le Grand Moulin ! Le Grand Moulin !» Mais Monsieur Sorel fit semblant de ne pas entendre. Alors ils crièrent, Fromentin. D'autres, Jasmin Delouche. Le plus jeune des rois, qui allait au champ monté sur sa truie lancée au triple galop, criait, Moi. Moi, d'une voix perçante. Du Tremblay et Moucheboeuf se contentaient de lever timidement la main. J'aurais voulu que ce fût Moulin. Ce petit voyage en voiture à Anne serait devenu un événement plus important. Il le désirait aussi, mais il affectait de se taire dédaigneusement. Tous les grands élèves s'étaient assis comme lui sur la table, à revers, les pieds sur le banc, ainsi que nous. Faisions dans les moments de grand répit et de réjouissance. Coffin, sa blouse relevée et roulée autour de la ceinture, embrassait la colonne de fer qui soutenait la poutre de la classe et commençait de grimper en signe d'allégresse. Mais Monsieur Sorel refroidit tout le monde en disant, « Allons. Ce sera Moucheboeuf. » Et chacun regagna sa place en silence. À 4 heures, dans la grande cour glacée, ravinée par la pluie, je me trouvais seul avec Moulin. Tous deux, sans rien dire, nous regardions le bourg luisant que séchait la bourrasque. Bientôt, le petit Coffin, en capuchonne, un morceau de pain à la main, sortit de chez lui et, rasant les murs, se présenta en sifflant à la porte du charron. Moulin ouvrit le portail, le héla et, tous les trois, un instant après, nous étions installés au fond de la boutique rouge et chaude, brusquement traversés par de glaciales coups de vent. Coffin et moi, assis auprès de la forge, nos pieds boueux dans les copeaux blancs, Moulin, les mains aux poches, silencieux, adossé au battant de la porte d'entrée. De temps à autre, dans la rue, passait une dame du village, la tête baissée à cause du vent, qui revenait de chez le boucher, et nous levions le nez pour regarder qui c'était. Personne ne disait rien. Le maréchal et son ouvrier, l'un soufflant la forge, l'autre battant le fer, jetaient sur le mur de grandes ombres brusques. Je me rappelle ce soir-là comme un des grands soirs de mon adolescence. C'était en moi un mélange de plaisir et d'anxiété. Je craignais que mon compagnon ne m'enlevât cette pauvre joie d'aller à la gare en voiture, et pourtant j'attendais de lui, sans oser me l'avouer, quelque entreprise extraordinaire qui vint tout bouleverser. De temps à autre, le travail paisible et régulier de la boutique s'interrompait pour un instant. Le maréchal laissait à petits coups pesants et clairs retomber son marteau sur l'enclume. Il regardait, en l'approchant de son tablier de cuir, le morceau de fer qu'il avait travaillé. Et, redressant la tête, il nous disait, histoire de souffler un peu, « Eh bien. Ça va, la jeunesse ?» L'ouvrier restait la main en l'air à la chaîne du soufflet, mettait son poing gauche sur la hanche et nous regardait en riant. Puis le travail sourd et bruyant reprenait. Durant une de ces pauses, on aperçut, par la porte battante, Milly. Dans le grand vent, serrée dans un fichu,
qui passait chargé de petits paquets. Le maréchal demanda, « Sait-il que monsieur Charpentier va bientôt venir ?»« Demain, répondis-je, avec ma grand-mère, j'irai les chercher en voiture au train de 4 heures. » Dans la voiture à Fromentin, peut-être ? Je répondis bien vite, « Non, dans celle du père Martin. » « Oh. Alors, vous n'êtes pas revenus. » Et tous les deux, son ouvrier et lui, se prirent à rire. L'ouvrier fit remarquer, lentement, pour dire quelque chose, « Avec la jument de Fromentin on aurait pu aller les chercher à Viezon. Il y a 1 heure d'arrêt. C'est à 15 kilomètres. On aurait été de retour avant même que l'âne à Martin fût attelé. » « Ça, » dit l'autre, « c'est une jument qui marche, et je crois bien que Fromentin la prêterait facilement. » La conversation finit là. De nouveau la boutique fut un endroit plein d'étincelles et de bruit, où chacun ne pensa que pour soi. Mais lorsque l'heure fut venue de partir et que je me levai pour faire signe au grand Maulne, il ne m'aperçut pas d'abord. Adossé à la porte et la tête penchée, il semblait profondément absorbé par ce qui venait d'être dit. En le voyant ainsi, perdu dans ses réflexions, regardant, comme à travers des lieux de brouillard, ces gens paisibles qui travaillaient, je pensai soudain à cette image de Robinson Crusoé, où l'on voit l'adolescent anglais, avant son grand départ, fréquentant la boutique d'un vannier. Et j'y ai souvent repensé depuis.